Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce jeudi 7 novembre. À la une de l'actualité, la justice française s'est prononcée sur la mise en cause du cimentier Lafarge en Syrie. La Cour d'appel de Paris annule les poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité, mais maintient d'autres charges. Le dernier rapport du Secours catholique sur la pauvreté en France. La situation se dégrade pour les plus démunis. La part des personnes âgées venues demander de l'aide a doublé en 10 ans et les migrants sont aussi de plus en plus vulnérables selon l'association. La croissance économique de la zone euro revue à la baisse par Bruxelles. Les perspectives s'assombrissent pour les 2 années à venir, notamment en raison du contexte international. Et puis les derniers belugas retenus dans des bassins de l'extrême-orient russe vont bientôt recouvrer la liberté après plusieurs mois d'opérations de sauvetage. Les animaux captifs étaient destinés au commerce clandestin avec la Chine. L'enquête judiciaire se poursuit pour faire la lumière sur les activités du cimentier Lafarge en Syrie. La Cour d'appel de Paris a rendu sa décision aujourd'hui. Les poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité ont été abandonnées, mais les autres charges ont été jugées valides. Louise Brozolo. Lafarge sort en partie gagnant de son recours auprès de la Cour d'appel de Paris. Le tribunal a annulé la mise en examen de l'entreprise française pour complicité de crimes contre l'humanité. Il n'existe pas dans le dossier d'éléments justifiant sa mise en examen. La Cour reconnaît que ni de près ni de loin, Lafarge SA a participé à ce crime qui lui était reproché par les juges. Lafarge n'est pas pour autant blanchi car le dossier reste lourd. Le cimentier est poursuivi depuis l'année dernière, soupçonné d'avoir financé entre 2013 et 2014 le groupe terroriste État islamique, notamment pour maintenir l'activité de son usine de Jalabia en Syrie alors que le pays s'enfonçait dans la guerre. Après cette décision de justice, l'entreprise reste mise en examen pour financement du terrorisme, violation d'un embargo et mise en danger de la vie d'anciens salariés. Quant à l'information judiciaire ouverte en 2017 contre 8 cadres de Lafarge, dont son ancien PDG, elle est maintenue. Seules les charges sur l'ex-directeur de sûreté ont été réduites. La sentence fait suite à une première décision de cette même cour d'appel fin octobre qui avait écarté du dossier 3 ONG à l'origine de la plainte contre Lafarge. Il faut aussi retenir que c'est la première fois en France quand même qu'une multinationale est mise en examen pour financement de terrorisme, mise en danger délibéré d'autrui et violation d'un embargo. Ce qui est quand même un pas important dans la lutte contre l'impunité des multinationales que nous menons Sherpa et CCHR depuis des années. Dans cette affaire, l'entreprise est soupçonnée d'avoir versé via sa filiale Lafarge Cement Syria près de 13 millions d'euros à des groupes terroristes en Syrie. Dans l'Hexagone, les demandeurs d'asile font partie des publics les plus vulnérables, mais les retraités sont aussi de plus en plus nombreux à avoir besoin d'aide. Le Secours catholique vient de publier son dernier rapport. Et sur l'ensemble du territoire, l'extrême pauvreté est de plus en plus répandue. Raphaël Vivant. La situation des personnes les plus pauvres se dégrade en France, selon le Secours catholique, qui vient de rendre son rapport annuel sur l'état de la pauvreté dans le pays. Les bénévoles ont analysé plus de 72 000 situations sur l'ensemble du territoire. Premier enseignement de ces observations, le revenu moyen des ménages accueillis en 2018 est de 535 € mensuels, soit 15 € de moins qu'en 2017. Et plus d'une personne sur 5 ne touche aucun revenu. Parmi les publics les plus fragiles, on trouve d'abord les femmes qui représentent plus de 56% des personnes accueillies. Parmi elles, 32% sont des mères isolées. Autre catégorie, les personnes au chômage et notamment les jeunes adultes ainsi que les personnes âgées. La part des plus de 60 ans qui font appel au Secours catholique a doublé en 10 ans. Enfin, les personnes migrantes sont les plus vulnérables. Il y a un durcissement des politiques à l'égard des personnes étrangères. Donc les délais pour régulariser une situation sont de plus en plus longues. Il est de plus en plus difficile d'accéder à un statut légal stable. Sans un statut légal stable, il n'y a pas des droits au travail et il n'y a pas non plus des droits aux aides sociales. Le Secours catholique s'inquiète de la réforme de l'assurance chômage et de la future réforme des retraites qui devrait fragiliser encore plus les personnes vulnérables. L'association appelle à une refonte en profondeur des politiques publiques.
Il faut notamment pouvoir augmenter les minima sociaux et amener les RSA à 850 €, qui est loin d'être les cas aujourd'hui. Et aussi travailler dans un ensemble des domaines sur l'accès au logement, l'accès au travail, qui puisse justement ne pas laisser au bord de la route les personnes les plus fragiles. Le Secours catholique appelle aussi à une réelle politique d'intégration des personnes migrantes. L'association rappelle que 70% des étrangers arrivés en France il y a plus de 10 ans vivent toujours sous le seuil de pauvreté extrême aujourd'hui. L'horizon économique s'annonce fragile pour la zone euro. La Commission européenne a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour les 2 années à venir et prédit une phase difficile à moyen terme. Un ralentissement qui s'explique par une conjoncture internationale peu favorable. À lire les prévisions d'automne de la Commission européenne publiées ce jeudi, pour la 7e année consécutive, l'Europe semble s'installer durablement dans la croissance. Et ce, pour les 2 prochaines années, en dépit de turbulences de plus en plus fortes. Une croissance donc, mais faible et sans ressort. Nous savons que l'impact de ces chocs mettra du temps à s'effacer. Donc nous entrons dans un nouveau régime de croissance plus modéré. Selon la Commission, le produit intérieur brut de la zone euro devrait progresser de 1,1% en 2019. Le Fonds monétaire international est lui un peu plus optimiste et table sur une croissance de 1,2% cette année, un recul par rapport au 1,9% de l'an dernier. Selon le FMI, l'Allemagne est le maillon faible. De manière générale, il y a un affaiblissement de l'économie européenne, mais elle demeure relativement forte et nous voyons une possibilité de reprise en Allemagne. Malgré une reprise éventuelle, le FMI a rabaissé les prévisions de croissance de l'Allemagne avec seulement 0,5% d'augmentation du PIB en 2019. Pour la Commission européenne, le chiffre serait même un peu plus faible. Mais la véritable variable d'ajustement de l'économie européenne est surtout le Brexit, une incertitude qui pèse sur les prévisions de croissance du Royaume-Uni. La Commission prévoit une croissance britannique de 1,3% cette année. Et pour le FMI, la croissance devrait s'établir à 1,2% en 2019 et 1,4% en 2020. Tout cela, bien sûr, en cas d'accord. En cas de no deal, la croissance du PIB ralentirait d'ici la fin 2021. Un préjudice économique équivalent à la perte d'au moins 2 à 3 ans de croissance normale. La campagne électorale touche presque à sa fin en Espagne. Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche lors des législatives anticipées. Un scrutin convoqué par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez pour consolider son assise au Parlement et avoir enfin les mains libres. Pour en parler, nous sommes avec Escarlata Sánchez, journaliste au service espagnol d'Euronews. Bonjour Escarlata et merci d'être avec nous. Bonjour Annelise, merci de l'invitation. Tout d'abord, est-ce que ces élections vont permettre à Pedro Sánchez de sortir de l'impasse politique ? Au moins, on l'espère. Ce sont les 4e élections en 4 ans. 2 élections la même année, alors que ça devrait être une tous les 4 ans. Les gens en ont marre. Il y a une certaine lassitude à cause du blocage politique. Les Espagnols votent sans que les politiciens arrivent à former un gouvernement. On ne sait pas si l'on sortira de l'impasse. Il y a beaucoup de divisions à gauche comme à droite, mais la différence est que la droite arrive à faire bloc, tandis que la gauche, non seulement est très divisée, mais en plus elle n'arrive pas à se mettre d'accord. De plus, la montée du parti d'extrême droite, Vox, après les débats télévisés lundi dernier, ajoute de l'incertitude. Il faut savoir qu'en Espagne, nous sommes soumis au budget voté par Rajoy du Parti populaire. Sánchez n'a pas réussi à faire approuver les siens. Et c'est une autre forme de blocage qui ajoute au ras-le-bol, en quelque sorte. La question de l'indépendance de la Catalogne a aussi été très présente dans le débat. De quelle manière pèse-t-elle sur la campagne ? Oui, la Catalogne, c'est un grand sujet, comme tu viens de l'évoquer. Vu les difficultés du Parti socialiste pour trouver un accord avec la formation de gauche Podemos, Sánchez devra négocier avec les indépendantistes catalans et les nationalistes basques. Et cela
ça ne sera pas simple vu la situation très tendue en Catalogne, encore plus explosive depuis que la sentence du procès a été rendue publique. Un autre facteur pèse également sur ce scrutin, c'est le ralentissement économique qui touche en ce moment le pays et qui préoccupe les électeurs. L'horizon économique est sombre. Le nouveau gouvernement qui sera issu des élections ce dimanche, s'il s'arrive à former un gouvernement, aura la tâche compliquée. Il devra faire face au ralentissement économique et appliquer des réformes après des années au point mort. Donc il aura un frein et beaucoup d'incertitudes, encore plus avec la crise de la Catalogne. Selon les prévisions du FMI, la croissance mondiale retombera au même niveau qu'en 2008. L'Allemagne et l'Italie sont au bord de la récession. Malgré les blocages politiques des dernières années en Espagne, les pays avaient une croissance au-dessus de la moyenne européenne. Mais l'absence de réformes pourrait freiner l'économie espagnole. Merci Escarlata pour ces explications. De rien. On jette maintenant un coup d'œil à l'actualité qui a retenu l'attention de nos voisins européens. La battaglia per la più grande acciaieria d'Europa che vede contrapposti. Nos confrères italiens ont évoqué le sort toujours incertain des salariés d'Ilva. ArcelorMittal, qui devait racheter le site de Tarente dans les Pouilles, a finalement retiré son offre. Le géant de l'acier avait repris l'entreprise italienne l'an dernier après sa nationalisation. Mais l'accord était conditionné à l'immunité pénale liée à l'impact environnemental de l'usine de Tarente, considérée comme la plus polluante d'Europe. Or, le Parlement italien, qui s'est engagé dans un bras de fer contre le gouvernement depuis des mois dans ce dossier, a fini par lever cette protection fin octobre. Près de 8000 emplois sont dans la balance. L'8 novembre, in cui si prevede una massiccia presenza degli operai e non solo a Taranto. Le bureau allemand a suivi cette affaire qui éclabousse l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Le commissaire général de l'organisation, accusé depuis plusieurs mois d'abus de pouvoir, a démissionné avec effet immédiat. Le Suisse Pierre Krehenbuhl l'a annoncé quelques heures après avoir été suspendu de ses fonctions par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il est notamment accusé de népotisme, de discrimination, d'abus d'autorité à des fins personnelles et d'agissement à caractère sexuel selon un rapport interne. Ces animaux captifs faisaient l'objet d'un commerce illégal avec la Chine, mais après des mois de mobilisation internationale autour de l'opération de sauvetage, les derniers belugas retenus dans des bassins de l'extrême-orient russe vont bientôt recouvrer la liberté. Après plusieurs mois d'opérations de sauvetage, les belugas prisonniers dans des bassins en Russie retrouvent enfin leur liberté. Les derniers groupes de mammifères devraient être évacués dans la semaine. Devenue tristement célèbre, la prison des baleines en Extrême-Orient russe retenait en captivité de nombreux mammifères marins destinés à être vendus clandestinement en Chine. Une enquête avait été ouverte suite à la découverte de plus de 100 baleines retenues prisonnières dans des conditions déplorables. Les responsables ont depuis été condamnés à une amende de plus de 2 millions d'euros pour pêche illégale et maltraitance sur des animaux. Près de 50 belugas et orques ont déjà été relâchés en mer du Japon. L'opération devrait tout de même prendre un peu plus de temps que prévu en raison des mauvaises conditions climatiques annoncées dans les jours à venir. C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.